Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. On a entendu un peu tout et son contraire. Un suspect, le pangolin, finalement innocenté. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Les routes pour sortir de la ville de Wuhan sont désormais bloquées. Et si, le virus s'était échappé d'un laboratoire. Alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Il est midi, nous sommes coupés du monde. Un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français. Une troisième personne vient de mourir à l'hôpital de Wuhan. L'équipe de l'OMS qui doit se rendre en Chine pour enquêter sur place se heurte à un refus. Pékin ferme la porte. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Mais attendez, avant d'être en guerre, ou en même temps que nous soyons en guerre, est-ce que nous sommes en censure ? Le suspense est à son comble. Que va-t-il se passer cet après-midi ? Barnier va-t-il être barnérisé ? Est-ce que nous allons avoir un nouveau Premier ministre à l'aube demain matin, à l'heure où les coqs chantent et les poules pondent ? Le suspense est infernal. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Ça, qui votera verra. Et attendez, je vais vous dire quelque chose. On est en décembre. Je peux vous souhaiter un bel hiver. Un bel hiver. Parce qu'on ne dit plus Noël. Vous savez que... Ah non, c'est fini ça. C'est politiquement incorrect de dire bon Noël et Nouvel An. Non, je vous le dis à voix basse parce que bon Noël, mais en fait, il faut dire bel hiver ou belle fête d'hiver, oui. Oui, mais vous savez, on va apprendre à appeler le nouveau langage maintenant. Vous savez, ça va faire partie des devoirs. En attendant, on va continuer à dire tout ce que nous avons envie de dire et d'avoir question à tout. Et d'abord, avec le professeur Didier Raoult, oui, qui a eu un non-lieu, là, récemment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était ? Une plainte ? Un procès ? Mais vous allez le savoir, oui, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe quand on porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre Martin Hirsch, ancien directeur des hôpitaux de Paris. Voilà. On va parler de tout cela et aussi très important, du rapport qui vient de paraître, fait par des députés de la Chambre des représentants américains sur la gestion du Covid-19. On va pas raconter les 4 ans de gestion, mais avoir peut-être le sentiment, Didier Raoult, et de vous-même, effectivement, sur la manière dont tout cela a été conçu. Et puis les taxis. Vous savez, les taxis conventionnés sont en grève. Ils bloquent un certain nombre de points de circulation. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette colère des taxis ? On va en parler avec Mohamed Bennous, qui est chauffeur de taxi conventionné et qui a son mot à dire, ses mots à dire. Et puis évidemment, on va parler des premiers ministres, des anciens premiers ministres. Doivent-ils tous avoir voiture, chauffeur, garde du corps, etc. Et combien ça nous coûte ? Eh bien, écoutez, on va en parler. Elisabeth Borne, on lui a posé la question, vous allez voir ce qu'elle répond. Et puis après les bravos et les huées, eh bien on va recevoir Jacques Sapir, qui est économiste, qui est auteur du livre, un livre passionnant, La fin de l'ordre occidental. Est-ce que les BRICS, qui sont en train de monter, vous savez, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, rejoint pas beaucoup d'autres nations. Est-ce qu'on est en train d'assister à un vrai bouleversement du monde monétaire, du monde financier et donc du monde politique ? On en parle tout de suite. Attachez vos ceintures, ça va tanguer. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et là, nous allons parler de science, mais d'abord, nous allons parler jurisprudence. Eh oui, nous allons parler jurisprudence avec le professeur Didier Raoult. Mais vous allez me dire, attendez, il est virologue, lui, il n'est pas juriste. Oui, mais vous savez, quand on est virologue, quand on est effectivement infectiologue, eh ben, on a aussi affaire quelquefois à un certain nombre de vérités ou de contre-vérités. Et ça n'a pas manqué à Didier Raoult depuis 4 ans, un peu plus. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, donc gynéco, mais enfin des fois, on se dit le docteur, depuis 4 ans, c'est vrai que l'appellation a provoqué beaucoup de discussions. Mais au-delà de la chanson, au-delà d'anecdotes, bonjour Didier Raoult.
Bonjour. Alors, je rappelle, on va parler ensuite de la gestion du Covid, de la Chambre de représentants, mais je voudrais quand même dire que vous avez eu un non-lieu. Alors, ce non-lieu, pourquoi? Simplement, je rappelle les faits, vous avez porté plainte pour dénonciation, vous me corrigerez si c'est pas ça, vous avez porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre Martin Hirsch, à l'époque directeur des hôpitaux de Paris, la PHP, parce que Martin Hirsch vous avez accusé de faux témoignages. Alors, rapidement, lors d'une audition le 24 juin, vous aviez déclaré en 2020 que la mortalité en réanimation à l'AP-HP était de 43% contre 16% à Marseille, à l'IHU de Marseille. Et vous vous basiez sur un rapport interne de l'AP-HP daté d'avril 2020 toujours. Réaction de Martin Hirsch, il conteste ces chiffres, affirmant que le rapport était obsolète et que la mortalité à l'AP-HP était de 25 à 35%. Et il vous avait accusé de faux témoignages dans une lettre au président de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, il faut savoir que, évidemment, les faux témoignages, ça peut risquer 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et ce n'est pas un débat scientifique ou pas. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, professeur Raoult? On est dans une situation qui est curieuse, mais globalement, il faut dire que il y a, mon sentiment, c'est qu'il y a des gens qui sont inattaquables, qui peuvent dire n'importe quelle bêtise, qui peuvent dire ça, y compris après avoir solennellement juré de dire la vérité, et que Martin Hirsch en fait partie. La première chose qu'il est dite sur le Covid et sur l'hydroxychloroquine, ce qui était cocasse, et ce qui n'a pas été vérifié par les fact-checkers du monde, mais il faut dire que sa femme est rédactrice au Monde, et que donc c'est une forme de protection. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le Covid, notamment, vous dites? Il avait dit que on n'avait jamais donné d'hydroxychloroquine à un être vivant. Ce qui était exceptionnel, parce que c'est un des 3 les médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez, on peut dire n'importe quelle bêtise et participer à n'importe quelle bêtise, parce qu'il était directeur de cabinet de Kouchner quand on a arrêté la vaccination de l'hépatite B en disant que ça donnait la sclérose en plaques. Il ne faut pas oublier que c'était lui qui était aux manettes à ce moment-là. Et j'ai oublié ça. Et puis il est arrivé aux manettes de l'assistance publique de Paris, où il a rajouté 1 milliard de dettes. Pour connaître que c'est la mode de rajouter des milliards de dettes. Oui, ça marche. Il a rajouté 1 milliard de dettes à la PHP, donc il a fait du bon travail, il est dans le flux général. Là, en l'occurrence, ce qu'il dit, il m'accuse de faire un faux témoignage, ce qui est très grave, donc je porte plainte et j'envoie aux responsables de l'Assemblée nationale les éléments sur lesquels j'ai fait ce témoignage dont il accuse que c'est un faux témoignage. Ouais. Il y a un rapport qui est le rapport hebdomadaire de l'assistance publique sur la mortalité en réa. Et il commence par dire, avant qu'on lui sorte, que Ciotti lui sorte le rapport, il commence à dire, vous savez, on ne sait jamais combien il y a de morts, en réalité il y a ceux qui sortent, ceux qui rentrent. Enfin, il essaie comme on fait à l'ENA, il essaie de noyer le poisson, et puis Ciotti sort le papier, et donc il dit, mais c'est inadéquat parce que c'est pas le bon moment. C'était exactement le même moment où je faisais cette déclaration. Donc c'est une preuve. La deuxième chose, c'est que je dis, écoutez, en réalité, la désorganisation à Paris était telle, liée d'ailleurs aux préconisations gouvernementales supportées par mon collègue Delfrécy, on ne faisait pas de tests, on devait faire de tests qu'aux gens qui étaient à la fois, qui revenaient de Wuhan, et seulement de Wuhan, et ce pauvre Chinois qui s'est présenté aux urgences venait de la région de Wuhan, Hubei, et donc n'a pas été testé en dépit du fait qu'il avait 80 ans et qu'il poussait, d'accord, et donc il est rentré chez lui. Et Monsieur Hirsch a dit, il n'est pas du tout rentré chez lui, mais j'ai apporté le témoignage télévisé et écrit, parce que celui qui s'en est occupé, c'est pas Monsieur Hirsch, qu'il n'a jamais vu, c'est Yazdanpada, le professeur Yazdanpada, qui a dit à la télévision qu'effectivement il avait été renvoyé chez lui, qu'il était revenu seulement quand il était en insuffisance respiratoire, où il était Yazdanpada, il a reçu du Remdesivir et il est mort avec une insuffisance rénale. Et il a publié ce cas dans la littérature internationale 3 fois. Et donc, moi j'ai dû expliquer ça pour expliquer pourquoi il y avait une surmortalité que j'ai publié sur les données de l'INSEE à Paris pendant le premier trimestre 2020. C'est l'absence de mise en place des moyens pour détecter, diagnostiquer et hospitaliser les gens qui avaient cette maladie. Donc, c'est une
mauvaise gestion, comme il y a eu dans ce pays, en particulier pendant les premiers mois. Et si ça a changé, je vous assure, c'est parce que j'ai rencontré le président de la République à 2 reprises, parce que les gens lui disaient qu'il n'y avait que des endroits très spécialisés. À Paris, il n'y avait que l'Institut Pasteur qui pouvait faire des tests PCR, et l'Institut Pasteur n'est pas équipé pour faire face à une épidémie. Ouais. C'est pas vrai. Donc, et ce n'était pas vrai déjà à l'époque. C'était pas vrai, bien sûr. Il s'était passé la même chose avec je connais cette histoire par cœur, vous le savez. C'était passé la même chose au moment des suspicions de bioterrorisme avec les poudres qui étaient envoyées partout. L'Institut Pasteur était incapable de faire plus de 50 tests par jour. D'accord. Et donc, ça s'est retombé que plus de la moitié des tests ont été faits déjà à l'époque à Marseille, parce qu'il n'y avait que l'armée et nous qui étions capables de faire les tests. Alors, et Martin Hirsch, en fait, a contesté vos chiffres, hein, les fameux, vous disiez oui. Or, c'était des chiffres qui étaient d'un rapport de la PHP. Vous aviez tiré ces chiffres. C'est ça. Et donc, le juge a conclu qu'il n'y avait rien à voir. Ouais. Et bien entendu, c'est une aporie, ça. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est une aporie? C'est un paradoxe. Il ne peut pas y avoir 2 vérités en même temps et opposées qui sont réelles. Donc, moi, je dis que Hirsch ment. Hirsch dit que moi, je mens, et donc je fais appel pour qu'il y ait un autre juge qui peut-être aura moins d'affinité avec M. Hirsch. Peut-être qu'on arrivera à une justice normale avec, écoutez, il y a un des deux qui ment. Moi, j'apporte des preuves qui viennent de la PHP. Je voudrais bien qu'il n'y ait pas un juge qui me dise, écoutez, vos papiers, on s'en fout. Moi, et donc la justice a tranché, là? Pour l'instant. Mais vous savez, M. Hirsch, depuis le début, est protégé. Et moi, quand j'ai porté plainte la première fois, j'ai envoyé une lettre commandée. Et au tribunal de Paris, ils nous ont dit, on n'a jamais reçu la lettre commandée. Alors, pas de chance, on a renvoyé une 2e lettre commandée. Cette 2e lettre commandée, elle n'est jamais arrivée non plus au tribunal de Paris. Il a fallu que notre avocat aille porter ma plainte en main propre. Alors là, ils n'ont pas pu, mais ils ont fait durer pendant 3 ans avant que ça commence et que je sois interrogé pour pouvoir remettre mes preuves. Donc, depuis le début, M. Hirsch est protégé. M. Hirsch est protégé pour des raisons qui m'échappent. Peut-être que c'est ses liens avec la presse ou je ne sais quoi. Mais je voudrais bien qu'on retombe. Alors, je sais bien que la justice, en ce moment, elle frissonne avec M. Biden qui gracie son fils. Vous savez que nous, enseignants, on n'a pas le droit d'avoir nos enfants ou jusqu'à nos cousins au 2e degré dans un examen dans lequel on est partie prenante au jury. Donc, parce que on sait bien qu'on n'a pas le droit de faire on peut pas être juge et partie. C'est évident. De la justice, ça, vous voyez. Oui, mais ça, voilà, Biden, il gracie son fils. Vous voyez, on en a parlé hier, longuement. C'est assez cocasse. Mais vous voyez, c'est pareil, si je peux me permettre. Oui. Vous voyez, c'est pareil pour les mêmes faits. La jurisprudence de M. Bayrou ne s'applique pas à Mme Le Pen. Vous voyez. Oui, c'est la même chose qu'on leur reproche. Oui, mais ça, la jurisprudence a des secrets, a des raisons que la raison ignore. Je vous aime pas, donc je fais pas pareil. D'accord. Donc, je pense que là, la justice est en train de prendre un mauvais tour. Ça fait partie des choses sur lesquelles l'Occident devra réfléchir. La justice ne peut pas être que l'outil de l'exécutif. Ça me paraît la moindre des choses. Un certain Montesquieu l'avait dit il y a quelques siècles. Restez avec nous, Didier Raoult. On va parler maintenant de ce fameux rapport qui fait beaucoup de bruit de la Chambre des représentants américains sur la gestion du Covid-19. J'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Et bien entendu, si vous voulez poser une question ou réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un rapport qui fait beaucoup parler de lui, qui a été publié lundi, qui est dû à une commission du Congrès des États-Unis, c'est-à-dire un rapport fait par des députés de la Chambre des représentants américaine, chargés d'enquêter sur l'origine de la pandémie du Covid-19 et sa gestion. Ils ont publié un document de 600 pages, de plus de 500 pages,
qui est présenté aujourd'hui, mercredi. 2 ans d'enquête menée par la sous-commission sur la pandémie de coronavirus, créée en février 2023, après que les Républicains aient repris la majorité à la Chambre des représentants. Alors Didier Raoult, en quelques mots, on ne va pas détailler le rapport, il nous faudrait des heures. En quelques mots, mais j'aimerais avoir justement vos sentiments là-dessus. Alors il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, et je sais que vous ne parlerez pas des choses que vous ne connaissez pas. Alors, il dit ceci: c'est un incident de laboratoire en Chine qui est retenu comme cause la plus probable et non pas une zoonose. C'est bien suite à des recherches pourtant interdites de gain de fonction. Ces recherches, menées par EcoHealth Alliance, le fameux EcoHealth, ont été financées notamment par l'argent du contribuable américain. La gestion de la crise a été réalisée par des agences qui n'avaient ni les fonctions appropriées, ni les fonds destinés à ce genre d'opération. Au lieu de prioriser les populations les plus vulnérables, les politiques ont forcé des millions d'Américains à des comportements inadaptés. Contrairement aux promesses, le vaccin n'a empêché ni la propagation ni la transmission de virus. L'obligation vaccinale bafoue les libertés individuelles et nuit à l'état de préparation des forces armées. Plus de 160 000 entreprises ont fermé en raison des décisions gouvernementales. 60% de fermetures sont définitives. Les taux de chômage ont atteint niveau. Voilà. La science, entre guillemets, n'a jamais pu justifier la fermeture prolongée des écoles. Des enfants y ont subi des pertes historiques d'apprentissage, des taux élevés de stress psychologique. L'administration Biden a fait obstruction de manière répétée aux enquêtes de Covid-5 Select. Et le conseil principal du docteur Fauci, le docteur David Morens, a enfreint plusieurs lois et du NIH et a probablement menti au Congrès. Alors, au-delà, effectivement, de la provenance, il y a quand même plusieurs chefs d'accusation assez fortes, encore une fois, données par les députés américains, et ça fait beaucoup de bruit. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je trouve que c'est magnifique. C'est la preuve qu'il reste des ressources dans la démocratie américaine que je salue très humblement. Je rêve, moi, qu'il y ait une commission d'enquête de cette nature qui se mette en place en France. Encore faudra-t-il qu'on ait une Assemblée nationale un peu plus stable, peut-être, mais toujours est-il que je rêve de voir ça, c'est-à-dire qu'on lève le secret défense sur les décisions cachées, et je pense qu'on arrivera aux mêmes conclusions. Il y a un point, encore une fois, sur lequel je suis un point sur lequel je ne suis pas convaincu scientifiquement, parce que c'est mon métier, et qu'effectivement, depuis qu'on m'a empêché de soigner les malades, si vous voulez, je soigne les séquences des virus. Et j'étudie ça depuis 3 ans de manière très intensive. On a fait de très nombreuses publications là-dessus. Et les mutations qui ont entraîné des rebonds, qui ont entraîné de nouveaux virus, étaient imprévisibles. Et leur mécanisme était imprévisible. Nous, on a trouvé ça, on l'a publié. Et donc, ce que l'on a vu, c'est ce qui a fait cette capacité de mutation très particulière de ce virus est une mutation qui est apparue non pas en Chine, mais en Europe, et que la mutation qui a fait que ce virus était plus contagieux, rentrait plus facilement chez les humains, est une mutation dans la spike qui est apparue elle aussi en Europe. Donc, en tout cas, la forme pandémique n'a pas été construite entièrement à Wuhan. Ça, donc juste une précision. Pour vous, la fuite de laboratoire, enfin l'hypothèse de la fuite du laboratoire vous laisse légèrement sceptique. En tout cas, si vous voulez, on avait eu 2 épidémies de coronavirus récentes, le SARS d'une part et d'autre part le MERS Corona. Dans les 2 cas, ça a donné des cas directs, zoonoses, des cas de contact avec les soignants, ce qui arrive, et dans les 2 cas, un foyer secondaire qui s'est interrompu tout de suite, une fois au Canada, une fois en Corée du Nord. D'accord. Dans ce cas-là, on pouvait penser qu'il allait se passer la même chose avec ce nouveau coronavirus. Ça ne s'est pas passé à cause de quelque chose qui s'est passé en Europe. Mais ça ne veut pas dire que l'original, avant qu'il devienne un virus de pandémie, ne soit pas sorti du laboratoire, ça j'en sais rien. D'accord. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la pandémie est liée à des mutations qui sont arrivées en Europe. En Europe. Juste un mot par rapport alors aux autres points. Vous êtes assez d'accord sur le fait qu'il y ait eu effectivement dissimulation, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Tous les autres points qui ont été évoqués par le rapport de la Chambre des représentants. Tout à fait. Et si vous voulez, je pense
nous avons un problème et que l'Amérique avait le même. Nous avions un problème de non-préparation totale. Tout le monde pionne tout le temps. Hein. On va avoir des épidémies en épidémie, mais personne n'est préparé. Ouais. Les gens, moi, je me suis rendu compte quand nous, on a commencé à faire des génomes, c'est le président qui m'a demandé de les aider à mettre ça en place. Il y avait un CHU sur 2 qui n'avait pas de séquenceur automatique. Enfin, c'est inouï. Le séquenceur automatique, il y en a sur le marché depuis la fin du XXe siècle. Les gens ne savaient pas faire une PCR. Donc, c'est inouï. Donc, les gens attendaient que Pasteur, qui est un institut de recherche, c'est pas un hôpital, c'est pas un truc dépoter des centaines de milliers de PCR. Et moi, je sais bien pourquoi la situation s'est améliorée à Paris. C'est parce que j'ai dit au président, contre ce que disait Delfrécy, à l'Élysée, puis chez moi, qu'il fallait faire des milliers de PCR, qu'on pouvait le faire et que tous les laboratoires pouvaient le faire. Et c'est lui qui a changé. Et son nouveau ministre m'a téléphoné pour me dire combien est-ce que tu crois, tutoyer, qu'il faut faire, il faut programmer de PCR. Je dis, il faut que tu en fasses, que tu imagines d'en faire comme en Allemagne, au moins 100 000 par semaine. Enfin. Ouais. Et donc après, vous imaginez la capacité de l'Institut Pasteur à faire des... Et donc, le ministère de la Santé avait dit à l'Assistance publique de Paris, il faut en faire qu'aux gens dont on est sûr qu'ils vont l'avoir. Mais du coup, c'est pas la peine de faire du diagnostic. Oui. S'ils sont sûrs qu'ils vont l'avoir, ça sert plus. Ouais. Et en plus, le message général était resté à la maison. De toute manière, ne venez que quand vous êtes essoufflé. Et quand vous êtes essoufflé, c'est le moment où vous passez en réanimation avec cette maladie. Donc, c'est de la contre-médecine ce qui a été fait, c'est de la politique. Et donc, c'est intéressant de voir que, d'ailleurs, ça continue. C'est pour ça que j'ai été irrité contre l'histoire du Reich. Vous pouvez dire n'importe... Qu'est-ce qu'il en sait, lui, des épidémies et de l'hydroxychloroquine? Mais enfin, qui il est pour parler de ça? Et sa femme, pourquoi elle ne prévient pas les fact-checkers que son mari est en train de faire un fake? Enfin... Oui, ça fait partie effectivement des jeux du système. Cela dit, si Martin Erich a envie de répondre, l'antenne lui est ouverte, on verra. Mais en tout cas, merci Didier Raoult, c'est intéressant de voir que l'Amérique sort un rapport. J'espère que l'Assemblée nationale, peut-être, écoutez, tous les espoirs sont permis, sortira un rapport sur la gestion du Covid depuis 4 ans. Ce sera intéressant à voir. Merci. Allez, au revoir. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum au mambo, embouteillage, il est comme ça. Joe le taxi, oui, à la version effectivement de Vanessa Paradis, et puis à cette version qu'on vous a donnée. Alors, Joe le taxi, écoutez, il n'y a pas que Joe qui fait le taxi, il y a énormément de milliers, de dizaines de milliers de taxis à travers la France, et je dois dire que moi, j'en prends beaucoup, et je suis très très heureux de prendre des taxis, parce que la grande majorité du temps, c'est des gens formidables. Et nous avons avec nous Mohamed Benounce. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Momo Taxi, c'est bien ça? C'est ça, Momo Taxi, exactement. Ça. Alors justement, je voudrais parler, vous êtes actuellement dans des mouvements forts, effectivement, un peu partout en France, pour une raison très 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 simple, je résume. Hein. Le gouvernement veut faire des économies, ça on le sait, c'est pas nouveau, il cherche des économies partout, on connaît le montant de la dette, on connaît les dépenses, etc. Et puis là, il s'est dit, eh bien, il y a à faire des dépenses concernant le transport médical. Alors, quelques chiffres, et vous allez me dire, Mohamed, ce que vous en pensez. Bien sûr, l'assurance maladie, comme on sait, prend en charge 95% des dépenses de transport sanitaire réalisées par les ambulances, taxis ou VSL. En 2023, les dépenses de transport des patients en base de remboursement s'élevaient à 6,34 milliards d'euros, dont près de 9 milliards, c'est près de 3 milliards, la moitié concerne les seuls taxis. Alors voilà, dépenses énormes, eh bien, il faut quand même diminuer cela, et il faut vieillissement de la population, etc. Alors, les réactions des taxis conventionnés, bien sûr, ils disent attendez, et pourquoi ça doit se faire sur notre dos? Est-ce que c'est ça, c'est quoi? C'est votre position, Mohamed Benounce? La position, elle est très simple. Dépense énorme, mais c'est un besoin énorme. C'est absolument pas une dépense énorme. C'est un besoin de la population. Actuellement, enfin, depuis plusieurs années,
le médical c'est orienté vers tout ce qui est ambulatoire. Ouais. Pour faire des économies. Apparemment, ça marche pas. Ça, c'est quelque chose de... Oui, vous voulez dire l'ambulatoire est venu pour pas qu'ils restent à l'hôpital, qu'ils encombrent les lits d'hôpitaux. C'est ça. Exactement. L'objectif, c'était de diminuer les dépenses hospitalières et on n'a jamais eu d'économie. Et de toute manière, à chaque fois qu'il y a eu une demande d'économie, on n'a jamais eu de chiffrage de quoi que ce soit qui soit arrivé derrière. Ouais. Et aujourd'hui, on ne fait que répondre. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous propose là aujourd'hui le gouvernement, s'il est encore là, mais disons le gouvernement vous propose quoi? Il veut diminuer quoi exactement? Son objectif aujourd'hui, il est simple, c'est de détruire le taxi. Tout simplement parce que le taxi, il est payé de deux manières. De la première manière, c'est la distance, donc être payé au kilomètre, mais aussi au temps. Parce que, évidemment, quand on est dans la circulation, quand on s'occupe de quelqu'un et quand on est à l'arrêt et qu'on ne bouge pas, eh ben, écoutez, ça a un coût aussi. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'assurance maladie, elle vous dit, on va vous régler simplement votre kilométrage avec un petit forfait de prise en charge, de gestion et compagnie, mais quelque chose d'absolument irréaliste. Et deuxièmement, pour les taxis de France, moi je suis taxi à Paris, mais les taxis de France, faire disparaître la tarification de nuit, par exemple, qui récompense un travail à des horaires décalés, comme dans tous les métiers, il y a des horaires décalés. Des fois, on travaille très tôt le matin ou très tard le soir. Donc standardiser, uniformiser les montants. Oui. Oui, vous voulez dire qu'en fait, oui, c'est-à-dire s'il y a une urgence à 3 heures du matin, il faut y aller et il n'y aurait plus de tarification de nuit. Est-ce que la fonction du temps reste ou pas? Non, ce sera que kilométrique en fait. C'est que kilométrique. Que kilométrique. C'est que kilométrique. Et au forfait kilométrique qu'il nous propose aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant. Pourquoi aberrant? Parce que aujourd'hui, il nous propose pour Paris un tarif kilométrique autour de 1,22 €. Oui. Qui est, et pour toute la France, on est à des endroits à 98 centimes le kilomètre. D'accord. C'est juste irréaliste. C'est de l'ordre de 40% de perte du chiffre d'affaires pour chaque artisan de France. Ah oui, ça monterait à 40% de perte. Pour aller jusqu'à 40%, oui, bien sûr. Quand vous savez que dans les campagnes, les taxis, c'est 80% de leur activité, je vous laisse faire le calcul, c'est très simple, ça va aller très vite. Ouais. La pérennité des sociétés de transport taxi. Oui. Et c'est pour ça que tous les collègues se sont réveillés, et ils étaient dans la rue ces jours-ci. On est dans des mouvements très suivis. Et vous êtes très suivis. Très suivi, ça fait plaisir, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on a, je crois, un sonore de l'altercation qu'il y a eu entre effectivement des policiers et taxis. Julien, serait pas mal que regarder un sonore de policiers et taxis. Avec ma femme et mes gosses avec, c'est normal, je m'énerve. Les députés nous demandent de forcer le passage, on fait quoi? On force. Essayez de forcer, monsieur. Ah, donc c'est une menace encore une fois. Par contre, vous nous aidez pas. Vous nous aidez pas, faut qu'on paye vos impôts. Celui qui est en prison, c'est pas le député, c'est vous. Hein. Mais les impôts, de toute façon, je préfère aller aux impôts. Je préfère aller en prison que de crever. Oui, je préfère aller en prison. C'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est très clair, il y a une volonté, le travail ne paye plus. Les gens qui travaillent, moi j'ai 24 ans de taxi. Ouais. Si vous voulez, en temps de travail réel français, ça fait peut-être 40 ans de travail en horaire, en taux horaire. Ouais. Mais voilà, je ne compte pas mes heures, je ne prends pas de vacances, je travaille toute l'année. J'essaie de me reposer un tout petit peu en famille de temps à autre. J'espère. Ouais. C'est un métier extrêmement prenant, c'est un métier que j'adore, mais le travail ne paye plus et on est dans une ubérisation du système médical qui ne dit pas son nom. En 2014, on a déjà vécu l'ubérisation du taxi dans sa globalité avant de toucher au médical. Et aujourd'hui, ils veulent toucher au médical. Moi, la sensation que j'ai depuis la lecture de cette nouvelle convention, c'est que il y a un objectif d'évincer notre métier du transport médicalisé. J'ai un sentiment que
Juste, Mohamed Bennous, pour le confier à qui, s'ils veulent enlever les taxis de transport médicalisé? Ils vont créer leur système d'ambulance? Ils veulent faire quoi? Transdev, Veolia, Uber, toutes ces compagnies n'attendent que une déréglementation, une dérégulation, comme ils l'ont fait déjà pour le transport classique des personnes. Ils n'attendent que ça. Et pour le transport médicalisé, c'est une manne. Moi, là, on parle d'économie. On a commencé en parlant d'économie de la sécurité sociale. Je puis vous assurer qu'en face de tout ça, ils n'entendent pas le mot économie. Il y a des multinationales qui ne voient qu'un gain d'argent important à venir pour eux. Et ils n'attendent que une chose, c'est que cette porte s'ouvre. Et on a déjà vu comment ils sont arrivés avec l'ubérisation. Et moi, je sens qu'ils sont prêts, je ne sais pas pourquoi, ils sont prêts à venir dans ce domaine-là. Oui, vous voulez dire ce qu'on a vu dans d'autres domaines. Mais dites-moi, deux choses à vous dire. C'est quand même effectivement, qu'on cherche des économies, ça me paraît rien de plus légitime. Je voudrais savoir comment on réagirait si on dirait très bien, effectivement, le transport médicalisé par taxi. D'ailleurs, on vous propose d'avoir, vous ne serez pas non plus, une question, vous savez, de transporter plusieurs personnes à la fois. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. On le fait. Ouais, mais d'accord. On le fait quand c'est possible. Parce que la subtilité, c'est que quand vous avez un patient qui sort de chimiothérapie ou de radiothérapie, dans ce qui est lu dans la nouvelle convention, nous allons les déposer aux hôpitaux, pas de souci, ça peut se faire tranquillement, mais par contre au retour, ils seront parqués dans des salles d'attente et regroupés, tels des bestiaux, plus d'humains en face de vous, juste un département ou une ville à déposer. Fini l'intimité, le secret médical, fini le fait d'être transporté et d'être protégé. En transport. C'est vrai, non, c'est un vrai problème ce que vous dites. Ce que vous dites sur l'ubérisation généralisée, un peu qui ne se passe pas que là. C'est vrai que ça pose un problème et on se demande vraiment si les économies doivent commencer par là. On pourrait vraiment se poser beaucoup de questions. Juste une dernière question, Mohamed. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, parce qu'on pourrait dire, oui, il faut faire des économies, mais dites-moi, est-ce que vous ne pourrez pas faire en sorte que, moi je trouve que les gens qui ont un salaire ou qui ont des entrées ou qui ont des revenus modestes, effectivement, que ce soit une prise en charge gratuite ou voilà, ça me paraît la moindre des choses. Est-ce que les gens qui gagnent bien leur vie, est-ce qu'on ne pourrait pas moduler en fonction des revenus? Pour moi, c'est en France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la fraternité et il n'y a pas la fraternité qui est dans le transport médicalisé, elle est globale, elle n'est pas liée aux revenus de telle ou telle personne. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire ça, le système, il se mord la queue. Aujourd'hui, moi, je paye des impôts en tant que professionnel en France, et je vais être concurrencé par des chauffeurs Uber, des chauffeurs qui ne... Et 20% de l'activité de ces chauffeurs-là sort du système social français, du cercle vertueux qui est la France. Ouais, je comprends. Et donc, plus on aura de... Et moi, je disais que les agriculteurs, c'est un peu la même guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils doivent se battre contre le Mercosur. Et en ils vont avoir des produits qui ne seront pas taxés de la même manière, alors que les agriculteurs ne font que payer leurs impôts. Je comprends. On va revenir à ces deux poids, deux mesures, et c'est vraiment la dernière des choses à faire. Merci Mohamed Bennous. En tout cas, on suivra la chose et on vous rappellera pour ça. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout le monde veut faire des économies, hein. C'est-à-dire tout le monde. Le gouvernement veut faire des économies. Mais alors, dans quel domaine? Eh bien, on a vu ce qui se passait avec les taxis conventionnés. On en a parlé avec Mohamed Bennous. Et quand même, on pourrait se dire peut-être qu'on pourrait faire des économies sur les salaires des anciens premiers ministres. Eh oui. Vous allez me dire, mais pourquoi les anciens premiers ministres, mais ils touchent des salaires? Oui, ils touchent des salaires, oui. Mais quels sont leurs avantages? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Bon appétit, messieurs. Aux ministres intègres, conseillers vertueux,
Voilà votre façon. Voilà, c'est Hernani de Victor Hugo, bien sûr. Vous voyez, tout ça n'est pas nouveau, hein. Mais si les ministres s'intègrent bien. On a demandé à Elisabeth Borne si elle, dans le cadre des économies absolument nécessaires à faire pour que la France ne rentre pas dans une faillite mortelle, eh bien, est-ce qu'elle accepterait de perdre ses avantages d'ex-premier ministre? Voici ce qu'elle dit. En 20 mois à Matignon. C'est passé un peu inaperçu, mais mardi soir, Michel Barnier a proposé comme piste d'économie de demander aux anciens premiers ministres de réduire leurs dépenses prises en charge par l'État, dépenses de sécurité par exemple. Est-ce que vous y êtes prête personnellement ? Enfin, vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance pour la classe, vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça la protection. En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Voilà, elle a des problèmes de sécurité, comme tout le monde, Elisabeth Borne, donc écoutez, non, il n'est pas question. Mais quand même, très rapidement, je voudrais rappeler, vous savez quelles sont les dépenses prises en charge par l'État pour les anciens premiers ministres en 2023. Donc on exclut effectivement on exclut Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui n'étaient pas encore Premier ministre. Rapidement, Bernard Cazeneuve nous coûte 201 387 euros. Par an. Dominique de Villepin, 197 539 euros. Parce qu'il y a, attention, ce que vous avez dit, un assistant. Pendant 10 ans après leur mandat, ils bénéficient, les anciens premiers ministres, un assistant, une voiture avec chauffeur, des gardes du corps. Dominique de Villepin, je l'ai dit. Jean-Pierre Raffarin, 167 467 euros. Jospin, 162 012 euros. Édith Cresson qui restait 9 mois Premier ministre, mais après tout, pourquoi pas, 154 730 euros par an. Manuel Valls, 142 599 euros. Fillon, 125 998 euros, etc. Balladur, Juppé, etc. Jean Castex, alors très peu, 3 607 euros. Et Elisabeth Borne et Gabriel Attal, donc, et les seuls qui ont refusé, qui n'ont aucun frais pris en charge, c'est Laurent Fabius et Édouard Philippe. Voilà. Franchement, est-ce que vous ne pensez pas quand même que nos chers représentants devraient commencer peut-être à donner l'exemple? Peut-être, je ne sais pas. Comment voulez-vous que les autres suivent et ne protestent pas si eux ne commencent pas à faire des efforts? C'est une question que je pose. Dites-nous ce que vous en pensez. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans son face-à-face, aujourd'hui, André Berkoff reçoit l'économiste Jacques Sapir, auteur du livre « La fin de l'ordre occidental » aux éditions Perspectives Libres. Jacques Sapir, bonjour. Heureux, toujours content de vous accueillir. Vous venez de sortir justement La fin de l'ordre occidental avec un point d'interrogation. Oui, vous n'avez pas tort, faut toujours quand même être prudent. Et on n'est pas là dans une émission sur la voyance, on est dans une émission sur l'économie, la géopolitique, la géostratégie et l'ordre monétaire. Et c'est un livre tout à fait passionnant qui vient de paraître aux éditions Perspectives Libres de notre ami Pierre-Yves Rougeron. Sur justement qu'est-ce qui est en train de se passer. On avait commencé d'ailleurs avec vous à esquisser ça il y a quelques mois, mais là effectivement on sent quelque chose, on voit, on constate quelque chose qui est là et qui apparaît comme vraiment un bouleversement du monde, mais justement, il faut l'aborder pas avec des idées manichéennes, c'est pas les blancs et noirs, c'est pas les bons contre les méchants, mais justement, revenons à ça et vous commencez d'ailleurs Bretton Woods il y a 80 ans, comment l'ordre occidental, monétaire, économique, international s'est installé, et vous parlez de cette espèce de lutte, et quel genre de lutte sera entre l'Occident collectif et ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui. Alors expliquez-nous un peu ces notions. Ça correspond à quoi cet Occident collectif et ce Sud global? Parce que c'est très complexe, ce n'est pas noir et blanc et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est pas monolithique. Oui, tout à fait. Alors... l'expression Occident collectif est une expression des Russes. On peut aussi parler d'Occident global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grosso modo les
l'Union européenne et les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, et puis des pays qui sont en Extrême-Orient, mais qui sont très clairement inclus dans cette sphère. Le Japon, évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors la Corée, normalement. Maintenant, vu ce qui se passe actuellement en Corée du Sud, voilà, la Corée du Sud, on peut se dire, est-ce que ça ne va pas changer des choses? Donc c'est grosso modo ce bloc de pays. Et puis, il y a les pays que l'on désigne du Sud global. Là aussi, c'est une expression, je dirais... Bon, à prendre quand même... Non, on fait un peu schématique, mais c'est obligatoire. Voilà. Là, oui. Bon, alors, grosso modo, une manière de concevoir le Sud global, c'est tous les pays qui font pas partie de l'Ouest global. Voilà, c'est tout le reste. Bon, après, on voit bien qu'il y a une différence entre des pays qui... en fait, ont acquis une certaine puissance industrielle depuis maintenant assez longtemps. Bon, la Chine, la Russie, évidemment. L'Inde. Alors, l'Inde est encore intermédiaire. Elle a, malgré tout, des caractéristiques de pays en voie de développement aussi. Il y a, si vous voulez, l'Inde, il y a au moins 2 Indes, peut-être même 3. Il y a une Inde qui est très développée, une Inde qui est en plein dans les technologies de pointe. L'Inde de Bangalore, l'endroit où il y a toutes les industries électroniques. L'Inde de Bombay, qui est Mumbai, qui est l'un des principaux marchés financiers au monde. Et puis, il y a une Inde rurale, une Inde agraire, certes, qui progresse. Bon, donc voilà. C'est un continent, l'Inde aussi. Ouais, bien sûr, c'est un continent. C'est désormais le pays le plus peuplé du monde. Ils sont passés devant la Chine. C'est 1,5 milliard d'habitants. Donc voilà, c'est un monde en tant que tel. Mais ils font partie, alors justement, je voulais ils font partie des BRICS. Alors, parlons un peu de ces fameux BRICS. On en a déjà beaucoup parlé, et on va parler de ce que vous dites, parce que vous incitez beaucoup dans votre livre sur cette nouvelle banque du développement qui va jouer un rôle non négligeable. Et pour le reste, alors, qu'est-ce que représentent aujourd'hui les BRICS? Ça fait une dizaine d'années qu'ils existent, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en 2024, fin 2024, c'est quoi les BRICS? Alors, c'est déjà plus que le G7 au niveau de l'économie mondiale. Ah, on c'est peut important. le dire aujourd'hui. Aujourd'hui et même pratiquement depuis 2018. La bascule s'est faite en 2017-2018. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les BRICS, qui au départ était simplement un regroupement de pays qui demandaient à être reconnus à leur taille normale. Et voulant être dans le système occidental. Mais qui pensaient rester dans le système occidental, aujourd'hui se présente en fait comme une alternative. Alors, soit une alternative pour améliorer le système global, soit une alternative pour remplacer le système global d'origine occidentale. Il joue sur cette ambiguïté. Très clairement, les Chinois et les Russes sont plutôt pour dire, bon, on va le remplacer. Oui, enfin, on entend ça, c'est l'alternative. On va créer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique. L'Inde, le Brésil sont plutôt sur la position qui consiste à se dire, non, nous pouvons l'améliorer, mais quand vous regardez les choses concrètes, cette amélioration n'est pas si différente d'un remplacement. Donc, on voit bien que, à force de vouloir changer des choses pour les améliorer, en fait, on les remplace. Est-ce qu'on peut parler, sans faire de la provocation, de grand remplacement en économie? Ça peut être un grand remplacement, parce que vous dites très bien, vous rappelez dans votre livre, parce que ça c'est très intéressant quand on parlait d'Alstom et compagnie, que toute transaction faite en dollars dépend de la juridiction américaine. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, si vous, Jacques Sapir, et moi, André Berkoff, on fait une transaction en dollars, on peut être poursuivi par la justice américaine. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ça c'est ce qu'on appelle le principe d'extraterritorialité. Oui. Un principe, évidemment, contre lequel les BRICS sont vent debout, mais un principe qui a posé des problèmes même en Europe. Vous savez, c'est au nom de ce principe que des sociétés allemandes, françaises, italiennes ont été condamnées parce qu'elles avaient passé des accords avec l'Iran. Il y avait des accords commerciaux avec l'Iran. L'Iran étant sous sanction par les États-Unis. Je vous rappelle que ce sont des sanctions illégales, ce ne sont pas les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, étant sous sanction par les Nations Unies, ils ont dit nous allons sanctionner les entreprises étrangères, donc européennes, si elles ne rompent pas immédiatement leur contrat. Et de fait, les entreprises européennes ont fini par rompre les contrats. Or, à un moment donné, c'était, si vous voulez, en 2012-2013, s'est posé la question... Est-ce qu'un pays européen ne va pas aller devant le tribunal international de La Haye et faire condamner les États-Unis pour cette pratique?
Parce que les transactions se faisaient en dollars, bien sûr. Mais bien sûr, les transactions, si vous voulez. Alors, le dollar est très souvent l'unité de compte, c'est-à-dire que quand il y a un contrat, enfin quand une société vend quelque chose à une autre société, la chose est évaluée en dollars. Et puis après, il y a toujours la question des monnaies de règlement. Pas la même chose que l'unité de compte. Et ces monnaies de règlement, ça peut être le dollar, mais ça peut être l'euro dans un certain nombre de cas. Par exemple, quand il y a un contrat entre une société française, par exemple, et une société indienne. Ça peut être en euros, là. Il n'y a pas de problème. On calcule la somme en dollars. C'est ça. Mais le règlement, après, c'est fixé dans le contrat. Est-ce qu'on dit que 30% du règlement sera fait en dollars, 70% bon, ça, après, c'est différent. Ouais. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que, là, parce que vous en parlez, c'est vraiment une aventure tout à fait... En fait, aujourd'hui, tout se passe comme si les BRICS voulaient exister en tant que tels, comme alternative au grand marché mondial qui existe depuis 80 ans, vous le racontez aussi depuis Bretton Woods. Alors, est-ce que ça veut dire que... Alors, vous parlez, je prends dans votre livre, vous parlez de ce pouvoir structurel, et vous dites ceci, vous parlez de cette essayiste Susan Strange. Susan Strange, une économiste britannique. Oui. Voilà, et vous dites, elle soutient, donc cette Susan Strange, que la structure financière de l'économie mondiale repose sur 2 piliers. Les structures de l'économie politique à travers lesquelles le crédit est créé et dans lequel le pouvoir est partagé par les gouvernements et les banques, et un 2e pilier constitué de systèmes monétaires nationaux créant la superstructure globale. Bon, c'est un peu technique, mais il faudrait expliquer un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais poser la question autrement, est-ce que les BRICS aujourd'hui, à l'heure où on parle, encore une fois, mais évidemment la situation évolue, ont une importance qui peut concurrencer le fait qu'ils font entre la Chine et l'Inde avec le renminbi, avec les monnaies locales, peut concurrencer l'ordre mondial du dollar. Oui, très clairement. Et je pense que ça commence dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de pouvoir structurel? C'est en fait de savoir, est-ce que des pays, à cause du poids de leur monnaie, de l'usage international de leur monnaie, de leur poids géopolitique aussi, sont-ils capables de créer des institutions, non pas simplement pour eux, mais qui sont des institutions à vocation globale, à vocation internationale. Bien. Jusqu'à il y a 20 ans, il n'y avait que les pays de l'Occident global, et il faut dire les choses, il n'y avait que les États-Unis qui avaient cette capacité. Le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, bon, ce sont des organisations d'origine occidentale. Alors, quand en 1997-1998, on a la fameuse crise asiatique, puis après la crise russe, mais au moment de la crise asiatique, le Japon propose de créer l'équivalent du FMI, mais uniquement pour les pays d'Asie, en disant il faut des règles spécifiques. Ce qui était d'ailleurs un raisonnement tout à fait pertinent, etc. Refus net des États-Unis, et le Japon abandonne l'idée, il ne va pas à l'affrontement. Or, avec la création de la nouvelle banque de développement, c'est très exactement ça qu'ont fait les BRICS. Et là, ils l'ont fait. Elle existe depuis une dizaine d'années. Oui, elle a commencé ses premières opérations en 2016. Elle a été créée officiellement... 8 ans. Oui, 8 ans. 8 ans. Elle prête plus d'argent au niveau international que la Banque mondiale. Elle a déjà dépassé la Banque mondiale au niveau des prêts. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe très vite actuellement. Et alors justement, cette banque mondiale, donc créée par les BRICS, c'est créée par les BRICS, avec vous dites avec une égalité des actionnaires, enfin une. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas une mainmise d'un pays. Non, non. Alors tout le monde comprend que la banque des BRICS bénéficie aussi de la puissance financière chinoise. Bien. Et c'est pas hasard d'ailleurs si son siège a été placé à Shanghai. Mais la direction de cette banque est actuellement aux mains d'une Brésilienne, hein, c'est l'ex-présidente qui avait... Dilma Rousseff. Oui, c'est Dilma Rousseff. Bien. Et quand on regarde la structure de l'actionnariat, vous avez tout à fait raison, les 5 pays des BRICS sont à égalité. Donc c'est bien une situation qui est assez différente de la structure de la Banque mondiale ou de la structure du Fonds monétaire international qui reste en fait très largement sous la coupe des États-Unis. C'est ça, encore aujourd'hui. On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Comment le philosophe Antonio Gramsci définissait la crise? Il disait la crise, c'est lorsque le vieux n'est pas encore mort et que le jeune n'est pas encore né. Est-ce qu'on est à ce stade? C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans votre livre, Jacques Sapir, je le rappelle, je le recommande, hein, La fin de l'ordre occidental, aux éditions, avec un point d'interrogation, aux éditions Perspectives Libres. Ça, c'était votre prudence. Mais, enfin, effectivement, on peut se poser la question. Est-ce qu'on assiste, en fait, à l'émergence d'un système économique, monétaire, financier, mais par conséquence géopolitique actuellement? Est-ce qu'on peut dire déjà qu'on est dans cette démarche-là, dans cette marche-là? Oui, il y a très nettement une émergence d'un système alternatif. La question qui est posée maintenant, et dont on n'a pas encore la réponse, hein, bien sûr, c'est de savoir est-ce que ce système va se construire contre les restes du système occidental, qui pourrait se replier sur lui-même et dire voilà, nous existons, vous existez, et on essaye d'avoir le moins de contacts les uns avec les autres, ou bien est-ce que le système qui est en train de se constituer va progressivement s'étendre et englober, et finir par englober le système occidental? En réalité, d'un point de vue économique, ce n'est que le retour à la situation que l'on avait au XVIe et au XVIIe siècle. Ouais. Au XVIe et au XVIIe siècle, le PIB, enfin l'équivalent, si on le recalcule maintenant, de l'Europe occidentale ne devait représenter que le tiers, peut-être le quart seulement, du PIB de la Chine et de l'Inde. Au XVIe et XVIIe siècle. Ouais. Tout à fait. Ouais. En fait, ce qui est anormal, si on regarde les choses en longue période, c'est la période qui va, grosso modo, de 1750 à l'an 2000, donc c'est presque 3 siècles, quoi. Oui, à peu près 3 siècles, où oui, l'Europe occidentale, pour des raisons historiques, pour des raisons technologiques, etc., a occupé le devant de la scène, avec en réalité une population très faible. Et après, les États-Unis, évidemment. Et après, les États-Unis sont venus. Mais ça peut paraître, au niveau historique, une anomalie. Alors, si on est en train de corriger cette anomalie, ben, il vaut mieux qu'on s'en rende compte, parce que évidemment ça aura des conséquences dans la vie de tout un chacun en Europe. D'entre nous, oui, c'est ça. Et on va en parler de cela. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut aujourd'hui, vous dites, enfin, mettons l'alternative où les gens se disent, enfin l'alternative de conflit, où les gens se replient, vous avez parlé de repli sur soi, mais est-ce qu'on peut, en 2024, le monde étant ce qu'il est, être isolationniste? C'est quand même pas évident. Alors au niveau d'un pays, clairement non. Oui. Au niveau d'un groupe de pays, ce n'est pas impossible. C'est vraiment une des possibilités. Maintenant, le problème, c'est que, admettons que cet Occident global, voire même un Occident global réduit strictement aux pays occidentaux, aux pays de l'arc atlantique, hein, mettons ça, pour l'appeler comme cela. Bon, admettons que ces pays décident de ne plus commercer ou de commercer le moins possible avec les pays des BRICS. Par exemple, là, sur la question des médicaments, comment on fait actuellement? Alors, bien sûr, dans 10 ans, on peut reconstituer complètement la chaîne de production de médicaments. Aujourd'hui, 80% des molécules qui sont utilisées viennent d'Inde et de Chine. Voilà, c'est quelque chose. Et c'est la même chose aux États-Unis. Bon, donc ça, c'est une réalité. Bien sûr. Bon, si les États-Unis veulent se couper du commerce avec la Chine, il faudra qu'ils expliquent à leurs consommateurs pourquoi les produits, tout d'un coup, montent de 40 ou de 50%. Donc voilà, c'est ça le problème. Oui, et après, ils peuvent effectivement, comme on dit, dealer, négocier âprement, comme Trump l'avait fait avec les Chinois. Enfin, vous savez ça. Ça, c'est parfaitement compréhensible, c'est parfaitement admissible. Oui. Mais c'est une chose de l'idée, on se coupe complètement du commerce. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, la tendance, alors justement, vous parlez de ce que je rappelle, hein, on en parlait hors antenne, c'est que, et vous disiez que, par exemple, la Russie a le renminbi, la monnaie chinoise, est admise par la Russie, elle est convertible hein, dans le marché d'échange, mais pas seulement pour la Russie. Et elle occupe quelle place aujourd'hui, le renminbi chinois, dans les transactions Alors, le renminbi est très clairement une monnaie qui est pratiquement à l'équivalent de l'euro en termes de monnaie de transaction. D'accord. Monnaie de l'équivalent transaction. de l'euro, oui. Oui. Pas comme monnaie de réserve. Parce que je dirais, le marché du renminbi n'est pas libre.
en fait, il est toujours assez étroitement contrôlé par le gouvernement chinois. Le renminbi est la deuxième monnaie d'investissement au monde. Aujourd'hui. Ce n'est pas le dollar, vous voulez dire? Après le dollar reste la première monnaie, mais le renminbi est passé largement devant l'euro comme une monnaie d'investissement. Donc on voit qu'il y a cette onde. Et évidemment, si on ajoute au renminbi le poids de l'ensemble des BRICS, eh bien ça va commencer à peser lourd. Par exemple, autour de l'Inde, des pays comme la Malaisie, la Birmanie, l'Indonésie, commerce de plus en plus avec l'Inde en roupie. Donc la roupie est en train de devenir une monnaie internationale. Une monnaie d'échange internationale, oui. Et alors, vous parlez justement de cette montée, d'ailleurs c'est vraiment passionnant en donnant des chiffres et les graphiques de ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a quand même... Alors, faisons rentrer un peu la politique en jeu, parce que la politique et l'économie, c'est pas fou que je dirais, Jacques Sapir, on le sait, ont des liens quand même plus qu'étroits. En sachant d'ailleurs qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, je fais une incise, est-ce qu'on peut dire quand même que la finance et l'économie, comme d'ailleurs depuis longtemps, dirigent la politique? Alors on parle. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des décisions qui sont prises contre des choses qui seraient évidentes en économie et en finance, et strictement pour des raisons politiques. Par exemple, la décision d'utiliser des lois extraterritoriales pour le dollar. Cette décision... C'est politique, ça. Alors, c'est Obama, le premier qui l'a fait. C'est Obama, le premier qui l'a fait. On se rend compte aujourd'hui que ça a affaibli le dollar au lieu de le renforcer. Donc que ce n'était pas cohérent. Si les États-Unis avaient eu uniquement une politique d'étendre le plus possible l'espace financier du dollar, ils n'auraient pas dû prendre cela. Et là, c'est très clairement une volonté de jouer politiquement contre certains pays, comme l'Iran, qui était en fait le premier pays visé, mais de jouer indirectement contre les pays européens. Et donc, ce type de manipulation, elle est clairement politique et elle n'a pas de rationalité profonde économique ou financière. C'est très intéressant. On va en parler d'ailleurs avec l'exemple de ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la Russie, etc., les sanctions, le SWIFT, etc. C'est très intéressant. Après cette petite pause, on va se retrouver très vite avec Jacques Sapir. Encore une fois, la fin ou pas de l'ordre occidental. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec Jacques Sapir, avec l'économie Jacques Sapir et le professeur, la fin de l'ordre occidental aux éditions Perspectives Libres. Alors justement, Jacques Sapir, on va parler un peu sanctions, puisque là, on va arriver ici, et rappelons-nous quand même qu'un ministre de l'économie et des finances, qu'il a été pendant pratiquement 7 ans, depuis l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017, nous avait assuré, avec le succès que l'on sait, qu'on allait mettre à genoux l'économie russe. On l'a vu avec les résultats, on les connaît, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais quand même, ces sanctions-là, est-ce que nous, l'Europe, on ne sait pas, pour le dire crûment, tirer une balle dans le pied, sinon dans le ventre? Oui, très nettement. Alors, est-ce que ça a été fait en connaissance de cause? Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, les dirigeants des grands pays européens, et donc les dirigeants même de l'Union européenne, ont pensé, il faut faire quelque chose, on ne va pas intervenir militairement, donc il faut utiliser autre chose que la contrainte militaire. Ah ben, il y a la contrainte économique, et là, ils ont probablement fonctionné sur une image de la Russie qui avait 25 ans. Autrement dit, ils ont considéré que la Russie restait extrêmement dépendante du monde occidental et de l'Europe en particulier, comme c'était effectivement le cas dans les années 1990. Bien sûr. Bon, l'effondrement du RSS, voilà. Tout ce qui s'est passé. Et ils ont continué de raisonner dans ce cadre.
Après... Non, pardon, et juste une question, mais c'est à la fois, je dirais, aux psychologues et à l'économie. Comment ça se fait? Ils pouvaient quand même se renseigner, enfin, ces chefs d'État et d'autres occidentaux. Comment vous expliquez cette cécité ou ce déni? Alors, un point, c'est le fait qu'il n'y a plus d'expertise administrative professionnelle sur la Russie depuis environ 15 ans. Ah bon? Oui. Carrément. Ouais, depuis environ 15 ans. Il n'y a plus dans les allées du pouvoir de vrais experts avec des connaissances et de groupes ou, je dirais, de responsables administrant des groupes dont le travail, c'est d'étudier la Russie comme on étudiait avant l'Union soviétique. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a été liquidé au début des années 2000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de toutes les manières, cette notion d'expertise est aujourd'hui passée au second rang derrière la notion de communication. Et ça, c'est encore plus pervers. Ah oui, ça, je pensais pas que ça avait atteint ce stade. Là. Alors oui, d'accord. Ah non. C'est la communication d'abord, l'expertise ensuite. C'est comment on va pouvoir gérer un narratif dans lequel nos erreurs n'apparaîtront pas de manière absolument massive. C'est ce qu'on appelle en anglais les spin doctors. C'est ça. Bon. Ouais, et ça, on l'avait déjà vu au moment de l'agression américaine contre l'Irak. En 2003, et en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. Avec Colin Powell qui montrait sa fiole. Il y avait ça. Ça, d'ailleurs, je dois dire que Colin Powell se l'est reproché tout le reste de sa vie. Oui, j'imagine. Oui. Bon, il a dit qu'il avait été manipulé. Il a dit que il y croyait réellement. Il s'est rendu compte 2 ou 3 ans après que c'était faux. Bon, mais par exemple, quelqu'un comme Tony Blair, qui par ailleurs n'a pas fait que des choses mauvaises en Grande-Bretagne. Hein. Bon, mais Tony Blair est certainement l'un des dirigeants européens, si vous voulez, les plus dépourvus de morale sur la question de l'utilisation de la communication. Il n'était intéressé que par tenir un discours qui l'exonérerait de toute responsabilité. Donc oui, très bien. Ce qui compte, c'est la com. Le reste, le réel, notre narratif, c'est ce qui compte. La réalité, c'est pas le problème. Tout à fait. Et par ailleurs, je dis aussi, on a démantelé les centres d'expertise qui pouvaient exister dans l'administration sur la question de la Russie. Ce qui fait que encore aujourd'hui, vous avez des hauts fonctionnaires qui sont, je l'insiste bien là-dessus, parfaitement honnêtes. Hein, c'est bon. Ouais. Mais oui, c'est pas des gens stipendiés. Non. Mais qui vous disent, mais enfin la Russie, grosso modo, ils disent, oui, c'est une station-service avec des armes nucléaires. Et quand on leur explique, écoutez, la production industrielle en Russie est quasiment le double de la production industrielle française, même en mettant en dehors les industries extractives. Bon. Et là, ils découvrent l'Amérique. Enfin, disons, ils sont... c'est le cas mais de on dire, ne nous l'avait jamais dit. Oui, d'accord, mais vous ne vous l'êtes peut-être jamais posé la question. Vous n'êtes peut-être pas allé voir de vous-même les gens qui le savaient. Bon. Intéressant. Nous avons Pépito qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Vous êtes opérateur en commande numérique. Bonjour. Oui, bonjour, comment ça va, monsieur Berkoff? Bien, et vous-même? Et bonjour à monsieur... très bien. Bonjour à monsieur Tapir. Merci beaucoup, bonjour. On vous écoute, Pépito. Moi, je voulais poser une question à monsieur Tapir. Que pense-t-il de madame Ursula von der Leyen, qui est présidente du Parlement européen? De la Commission européenne, oui. Oui, de la Commission européenne. Oui, de la Commission européenne. Et en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un président? Parce que c'est elle qui décide dans beaucoup de pays européens comment il faut diriger l'Europe. Est-ce que moi, franchement, ça m'inquiète pas. Hein, si M. Macron démissionne, de toute façon, il y aura Madame Ursula von der Leyen qui sera aux commandes, qui est aux commandes. C'est ça. Qui est aux commandes, malheureusement. Alors, Jacques Sapir. Voilà. Sur l'Europe. Évidemment, Madame von der Leyen, à cause de ses responsabilités au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, a un poids. Mais il faut toujours rappeler que ce qui reste, d'une certaine manière, le pouvoir réel dans l'Union européenne, c'est le Conseil des ministres. Autrement dit, le Conseil européen. Là où Conseil européen, le Conseil des ministres européens. Voilà. Là où viennent les ministres de tous les pays membres.
et que le pouvoir de Madame von der Leyen vient de cela, vient de la délégation de pouvoir qui lui est faite. Mais du jour où ce Conseil européen décide de lui retirer sa délégation, elle n'est plus rien. Donc c'est un point important. Alors, c'est un point que vous soulevez important, Jacques Sapir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme Pépito et comme beaucoup de monde, et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire que l'achat c'est très important, on quitte pas l'économie, des millions de vaccins de Pfizer a été entièrement donné au pouvoir de Madame von der Leyen, comme vous le savez, dans une opacité absolument totale sur les contrats jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Donc, à juste titre, beaucoup de gens disent, mais attendez, et quand Monsieur Macron va en Chine et que il prend l'initiative, les Chinois lui avaient rien demandé, d'amener avec lui Madame von der Leyen, ça pose question quand même. Mais alors justement, ce sont les chefs d'État européens, essentiellement les Allemands, les Français, bon, etc., qui ont dit à Madame von der Leyen, vous vous occuperez des vaccins. C'est ça. Bon. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est une responsabilité. Alors pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il valait mieux négocier tous en bloc que d'avoir des... Bon, très bien, on peut toujours tenir ce raisonnement. On aurait dû quand même exiger plus de contrôle et plus de transparence. C'était un minimum. Bon, mais là aussi, quand Macron part avec von der Leyen à Pékin... ce n'est pas Madame von der Leyen que les Chinois invitent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le pouvoir réel reste le pouvoir du Conseil des ministres. Donc, fondamentalement, Madame von der Leyen et les autres commissaires européens n'ont du pouvoir que du fait de la délégation d'autorité qui leur est faite par les États. Il faut tout intéressant. Alors après, la question, c'est pourquoi les États font-ils systématiquement ce type de Parce que c'est systématique depuis des années. Tout à fait. Ouais. Et ça renvoie évidemment à l'idéologie, à la construction de cette espèce de mythe d'une Europe... Bon. Mais c'est un autre problème. Et il faut bien savoir que, en réalité, il y aurait aujourd'hui des dirigeants qui diraient, bon, ça suffit comme rentrez à la niche ou rentrez dans vos bureaux. Nous allons décider des choses sérieuses. Madame von der Leyen ne pourrait que rentrer dans son bureau et aller se faire un café. Je comprends. Non mais c'est intéressant, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, la réalité apparaît, tout se passe comme si c'est Madame von der Leyen tout à fait. Mais c'est une pure apparence. C'est une pure apparence. Oui. Et puis non, c'est ce que vous dites, ce n'est pas une apparence, c'est une réalité par l'abandon, tout à fait. ou en tout cas la délégation d'un certain nombre de chefs d'État. Mais pour revenir alors à votre livre et à ce qui se passe aujourd'hui, vous dites vous-même que effectivement on a bien vu avec les sanctions, on va pas rentrer dans SWIFT parce que beaucoup de choses à dire avec SWIFT, mais quand même, est-ce que les sanctions, alors on avait commencé à en parler, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les sanctions ont marché ou au contraire ont aidé les BRICS encore une fois à se fortifier parce qu'ils ont regardé avec SWIFT et le reste, ils disaient mais attendez, si vous gelez les avoirs russes comme vous les avez gelés, demain vous allez geler mes propres avoirs, donc problème. Tout à fait. Alors d'abord, les sanctions ont eu un impact sérieux sur la Russie pendant 4 à 6 mois. Là, effectivement, on voit d'ailleurs quand on regarde les chiffres de production, on voit que la production chute nettement. Elle chute de quoi? De fin mars à fin juillet, début août 2022. Et puis après, ça remonte. Donc, ça, c'est un point. Les sanctions continuent d'avoir... Pas grand-chose, 4 mois. 4-6 mois, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Effectivement, ce n'est pas grand-chose. Après, les sanctions contribuent certainement à augmenter les prix en Russie. Ça c'est clair. Bon, la Russie a actuellement un taux d'inflation autour de 8%, et il y a probablement 2% qui sont liés aux sanctions. Bien. Mais... l'impact réellement structurel des sanctions, il est beaucoup plus sur l'Europe que sur la Russie. Il faut bien le comprendre. Le problème, c'est que ça... Alors pourquoi? On va justement expliquer c'est la dépendance énergétique européenne. On parle toujours de la... Oui, il y a la dépendance énergétique allemande. Tout le monde est d'accord. Mais il n'y a pas que l'Allemagne qui dépendait de l'énergie. Et même aujourd'hui, même avec toute la batterie de sanctions, les pays européens continuent d'importer entre 1/4 et 1/3 de leur énergie de Russie.
D'ailleurs, encore aujourd'hui. Alors avant, c'était 45 à 50%. Enfin, c'est intéressant de voir que on fait des sanctions. Alors non, on ne parle plus à la Russie, on est l'embargo, mais on continue de leur acheter. Le problème, c'est que quand vous achetez du gaz qui vient par gazoduc, c'est une chose. Si vous achetez du gaz au même pays, mais que vous dites plus de gazoduc, donc le gaz, il faut le faire venir comme GNL, par bateau. Donc, on le comprime, on le met dans un bateau, il arrive, on le décomprime au port. Le résultat, ça coûte 30% plus cher. Et donc ça provoque une hausse des coûts de production dans l'Union européenne qui rend désormais le territoire de l'Union européenne de moins en moins attractif pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série d'entreprises, notamment allemandes. Parce que les prix montent, les prix explosent, et que les entreprises allemandes commencent à se délocaliser aux États-Unis. ThyssenKrupp, qui est quand même le géant de la métallurgie. En plus, il y a un autre problème, c'est que c'est pas simplement l'énergie, c'est la Russie vendait du coke à ThyssenKrupp. Bon, là, désormais, ThyssenKrupp est obligé d'aller s'approvisionner ailleurs, à un prix plus élevé. Donc, ThyssenKrupp va licencier 11 000 salariés, c'est pas rien. On voit que les entreprises de l'automobile elles-mêmes prévoient des licenciements. Donc là, c'est bien l'effet des sanctions, l'effet indirect, mais l'effet des sanctions quand même. Et diablement pervers, on va en reparler après cette petite pause, dernière petite pause, et c'est quand même absolument fascinant de voir à quel point, quelque part, l'idéologie prime totalement et peut complètement renverser toute logique économique ou monétaire ou autre. Et pour poser une question en direct ou réagir toujours en direct, un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Radio Berkoff dans tous ses états. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit l'économiste Jacques Sapir et nous avons une auditrice qui voulait réagir. Bonjour Clarisse, vous nous appelez de Paris. Bonjour Clarisse. Oui, bonjour à tous. J'ai une question. Vous dites que l'extraterritorialité des lois américaines n'a pas de raison économique. Est-ce que ça n'en a pas une quand même, puisque l'hégémonie du dollar permet de financer le déficit américain et donc en partie leur croissance? Ou est-ce que je dis une bêtise? Alors, c'est vrai que l'hégémonie, enfin, c'est pas l'hégémonie du dollar, c'est parce que les gens ont besoin de dollars pour commercer entre eux, et pas seulement avec les États-Unis, qu'ils sont prêts à acheter du dollar. En fait, ce que l'on constate, c'est que jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, il y avait une demande de dollars qui était très liée au rôle du dollar dans le commerce international. Maintenant, alors, cette situation qui continue encore n'est pas liée à la question des lois extraterritoriales. Au contraire, l'application de règles extraterritoriales tend à limiter la possibilité d'utiliser le dollar. Il y a toute une série d'entreprises et de pays qui vont se dire « je ne vais pas utiliser le dollar afin de ne pas être potentiellement condamnable pour tel ou tel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va faire diminuer la demande internationale pour le dollar et que donc la capacité des États-Unis à refinancer leurs dettes facilement va baisser. Alors, à condition qu'il y ait une vraie alternative, c'est ce qu'on racontait avec les BRICS et la Banque de développement. Alors, juste, on arrive en fin d'émission pour en parler, on en reparlera évidemment de tout cela, parce que ça va être sur des années qui viennent. Jacques Sapir, la fin de l'ordre occidental, alors il y a quelqu'un qui a commencé à... Et on ne s'étonne pas de lui, c'est Donald Trump, donc président de la République, qui sera intronisé le 20 janvier, mais qui a dit, attendez, ceux qui commencent à attaquer le dollar, ils vont y aller mollo, parce que ceux qui vont attaquer le dollar, il a fait ses déclarations il y a 3 jours, eh bien, vous allez voir sur les tarifs, alors ils ont envie de jouer, eh ben, les tarifs d'importation, tous ceux qui, eh ben, on va les hausser de 100%. Le dollar est là, et ne vous avisez pas de toucher au dollar. Vous croyez que c'est un geste, enfin une parole politique ou c'est... C'est essentiellement une parole politique. Parce que admettons qu'il le fasse. Admettons qu'il le fasse, Vu la dépendance des États-Unis aux importations en provenance de Chine, d'Inde, voire du Brésil... une grosse dépendance. C'est une énorme dépendance. Alors, ça dépend des secteurs, mais il y a des secteurs où c'est quasiment la totalité. Prenons par exemple sur les médicaments. Ils sont comme nous en France. Ils sont comme nous. Alors,
un petit peu moins. C'est-à-dire que chez eux, c'est pas 80% qui est en provenance d'Indéchit, c'est peut-être 75. D'accord, enfin, c'est pas mal déjà. Oui. Voilà. Oui, bon. Donc là, on se... Alors, très clairement, Trump veut prendre date, donc il commence par menacer. Mais mon sentiment, c'était le Trump candidat qui parlait encore, et ce n'était pas le Trump président. En tant que président, il comprendra qu'il est dans une situation où lui-même est contraint et qu'il vaut peut-être mieux aboutir à un accord. Alors, pour obtenir cet accord, on peut faire des menaces, ça c'est. Et puis il va marchander ou dealer comme d'habitude. Mais bien sûr, bon, mais il sera beaucoup plus dans une position où il sera obligé de chercher un accord que dans une position où il pourra dire non, c'est tout ou rien, ou vous ne faites rien et je vous ouvre le marché américain, ou vous faites quelque chose et je vous ferme le marché américain. Oui, ça ne marchera pas comme ça. Non. Bon, espérons que l'illumination lui viendra dans la sagesse à Notre-Dame de Paris. Oui, on peut l'espérer. Par ailleurs, sur les questions économiques, je pense qu'il est en réalité beaucoup plus raisonnable qu'on ne le dit ou qu'on ne le pense en France. Merci Jacques Sapir. Je rappelle, et vraiment je le recommande, La fin de l'ordre occidental aux éditions Perspectives Libres. Lisez-le, il vous ouvrira.